Chapitre 4 Mektoub. Al n'a pas survendu ses compétences en matière de passe-partout. La clé pour ouvrir le grenier d'Émilienne Boissin était bien passée avec une dizaine d'autres à l'anneau qu'il lui a confié, et il avait bien averti que ça forcerait un peu, mais qu'il y aurait un petit clic à guetter, et que si elle l'entendait, elle pourrait insister. Ça valait le coup de mobiliser autant d'expertise, puisque Gaby est affalée dans l'objet le plus étrangement conçu pour qu'on s'y affale. C'est une espèce d'outre en scaille vert pomme, vaguement en forme de poire, et qui semble remplie de petites boules de polystyrène. Gaby ne sait pas dater ce genre de choses, mais elle sait que ça peut remonter à assez loin dans le siècle dernier. Et que c'est trop moche pour ne pas l'être intentionnellement, surtout chez cette dame Boissin, dont elle a appris à apprécier la frugalité et le peu de goût pour l'après. Ce truc vert mis à part, la mansarde n'est pour ainsi dire pas aménagée. Une planche sur 2 tréteaux à usage de bureau, une chaise tonnette comme en a salle dans son box, une grosse étagère où sont archivés en planche contact des décennies de photographie et stockés papier et révélateurs. Une malle en osier enfin, remplie de dossiers qui ressemblent à des jugements et procédures. Et au mur, encore un râtelier sécurisé, pas plus verrouillé que celui du bas, mais celui-ci est complètement vide à l'exception d'un chargeur d'AKA 47 endommagé. Comme en dessous, tout semble refait à neuf il y a peu, et tout est propre, maniaquement propre. Et comme en dessous, on voit d'autant mieux ce qui cloche. Le sang qui est arrivé en giclure en dessous n'est pas parti d'ici, mais ici il y a aussi un incident laissé en plan, et qui aurait dû ordonner une séance de nettoyage. Une photo sous verre est tombée d'un mur et le verre s'est brisé. Un marteau et un clou sont posés à côté, et ça fait des nœuds dans la tête de Gaby. Elle se redresse sur ses coudes, parce qu'on ne peut pas réfléchir sérieusement en étant à ce point vautré dans une poire en sky. De fait, ce qui lui échappe, c'est que il y a au mur un trou qui pourrait avoir reçu le clou, et étant donné la taille du trou par rapport à la taille du clou, ça pourrait aisément expliquer que ce dernier soit tombé. Donc la scène, ce serait celle-là. Madame Boissin veut accrocher au mur une photo, plante un clou au mur, pose la photo sur le clou, et vlan, tout tombe avant qu'elle ait rangé le marteau. Et elle laisse tout en plan. Les petits bouts de verre partout, et la traînée noire qui sort du trou et dégouline sur le mur tout blanc. Ce noir-là, pas de doute, c'est de la suie. Il y a eu un feu ici, l'affaire est entendue. La photo ne colle pas non plus avec ce que Gaby a vu jusque-là. Les photographies d'Émilienne Boissin sont au plan formel, au plan émotionnel, ni plus ni moins que des charges. Même sur les planches contact qu'elle a eu le loisir de regarder, et la plupart du temps sur 24 poses, une seule est entourée au feutre désignée par là comme sortant du lot. Parfois aucune ne l'est. Même dans les clichés de réglage, dans les recalés les plus nets, rien n'atteint la banalité de cette seule photo-là. Elle ne peut pas être d'elle. C'est donc un souvenir. Et de toute évidence, la jeune femme entourée de ces 3 jeunes garçons, c'est elle. Difficile de lui donner un âge, mais c'est une jeune maman, et un des garçons, sans doute Paul, est vraiment poupon, ne doit pas avoir beaucoup plus de 6 ou 7 ans. Pas de date au verso, mais il n'est pas difficile d'estimer que le cliché date des jeunes années 2000. Qu'est-ce qui a pu la déranger pour qu'elle laisse tout comme ça ? Il n'y a rien ici qui pourrait l'avoir sonné ou bipé. Pas plus de téléphone qu'en bas, et Gaby suppose que pour entendre un éventuel appel à l'interphone, il faudrait avoir laissé les portes ouvertes. Rien ne traîne sur le plateau du bureau, pas même un papier ou un stylo, et la corbeille est vide. Et tout le reste, étagère et malle en osier, tout est archive et stockage. Pour trouver quelques mouvements récents dans toute cette masse, il faudrait pouvoir y laisser une demi-semaine. Et elle a rapidement fouillé l'appartement du dessous, sans trouver un carnet, une pochette, un post-it. Elle a même soulevé aux 4 coins le matelas et exploré la petite estrade qui tient lieu de sommier, mais c'est vrai qu'elle a fait au plus vite, dans la crainte d'être surprise par l'arrivée, ou du fils, ou de l'amoureuse éperdue. D'ailleurs, l'un et l'autre auraient dû donner signe de vie. 18h10, le vieux Léo est peut-être en bas à faire le timoré devant la porte d'allée.
Tant qu'elle tient son téléphone, elle vérifie dans ses mails que, comme prévu, Sandro a débordé la pauvre Frida tout l'après-midi avec masse de documents que Frida a dû trier et ordonner avant de les lui faire suivre. Elle a le sens de l'accroche Frida pour nommer ses dossiers en pièces jointes. Tous sont assez sensationnels. Ça va de Luc, le fils maudit, à un suspect presque parfait qui doit concerner l'ancien mari. Et jusqu'à la débilerie crasse de la SCI de la MURT qui doit regrouper tous les dossiers bancaires et immobiliers. Mais hors de question de les parcourir sur téléphone, ça attendra une connexion stable et sécure. Ça sent d'avance une bonne nuit devant l'ordinateur de la maison. Tiens d'ailleurs, à cet étage-là, elle capte un Wi-Fi ouvert, FranceNet, qui n'apparaissait pas au troisième. Voilà comment la mère Boissin se passe d'une box tout en étant reliée à son monde que par l'Internet. Gabi se lève tant bien que mal et tâche de redonner une forme acceptable à la poire en sky. Mais c'est peine perdue. Ce machin est fait pour faire tache. Elle s'accroupit devant la photo et dégage les éclats de verre qui la recouvrent, pour la tenir sous la lumière du Velux. Madame Boissin a l'air d'une gamine, presque d'une grande sœur pour l'aîné de ses fils avec lequel elle partage le bleu intense des yeux et le demi-sourire. Gabi garde la photo dans ses doigts quand elle retire la porte derrière elle. La serrure n'est pas plus facile à verrouiller qu'à ouvrir, parce que, comme en bas, il y a du jeu dans les huisseries et les blindages. L'artisan qui a facturé ça est le chaînon manquant entre le sagouin et l'escroc. Et c'est lui aussi qui a dû poser l'escalier dont le bois est si jeune et si peu traité que des perles de résine percent ça et là des nœuds et des saignées, dégueulassent les marches et collent sous les pieds. Gabi glisse la photo dans son sac et se décide à descendre et à attendre ses 2 rendez-vous dehors, devant la porte d'allée. Pour se sortir de là, et comme elle vérifie en passant que la porte de l'appartement du dessous est bien fermée, celle de l'appartement d'à côté s'ouvre et elle a presque un mouvement de recul et le début d'une garde haute et d'un réflexe de riposte. Parce que cette dame est une apparition. Un choc olfactif déjà, parce qu'elle s'est vaporisée en trombe, en tombereau, d'un parfum répugnant, moitié pin des Landes, moitié fraise tagada, et un choc visuel aussi. Au bas mot 130 kilos qu'une robe en coton imprimée à grosses fleurs couvre à peine, laisse comme nu, un fichu assorti sur la tête, et un maquillage effaré pour tout visage. Les yeux sont circonscrits dans un loup de fard noir. Les lèvres sont noires aussi, et les joues sont bâclées par 2 ronds orange tracés à l'emporte-pièce, et les yeux ne clignent pas, ne cillent pas, alors que tout le corps semble tanguer. Et avec ça, it talks. Elle est là. Gabi recule d'un pas pour avoir une vue d'ensemble, et aimerait sortir de son corps pour s'octroyer un pas de plus et se voir elle aussi dans l'ensemble. Rien n'indique que c'est cette dame qui a parlé, Gabi en tout cas ne l'a pas vue bouger les lèvres, elle est peut-être ventriloque, ou alors il y a quelqu'un de taille normale derrière elle, ou à l'intérieur, puisqu'il y a la place pour 2 larges. Rien non plus ne permet de trancher quant à la teneur de sa phrase. Gabi prend le parti de la faire répéter. Je vous demande pardon. Elle est là. Vous me posez une question ou vous m'informez d'un truc? La folle. Elle tape sur les tuyaux. Ah d'accord, d'accord. Gabi relit très vite les 2 noms sous la sonnette. La dame a largement le matériel et la tête d'allumer pour être les 2 personnes en une. Vazel ou Chouillard? La question sonne tellement comme une réponse, et sinon ce serait un tel gâchis. Vous êtes Madame Chouillard? Non, Quel dommage. Madame Vazel alors? non, je m'appelle Brigitte. Brigitte. Pas Brigitte. Je suis du clan du Nord, de Ligné. Et ce n'est pas moi qui ai mis le feu. D'accord. Brigitte. Et vous me dites qu'elle est là? Ti. Je ne sais pas, mais si c'est de Madame Boissin que vous me parlez... Elle tape sur les tuyaux. Ok. Gabi gamberge vite et bien. C'est un coup à perdre une grosseur et à risquer une phlébite neuronale pour démêler tout ça. La Brigitte de Ligné a l'air bien en zigzag et maintenant qu'elle est sortie de sa boîte, comme un diable monté sur ressort, ça va être une vraie bagarre pour l'y refaire entrer. Gabi le sent bien comme ça. Elle a l'air à l'ouest, mais pas seulement. Elle a aussi l'air d'être mauvaise et prête à mordre, et puisque c'est lancé pour être de la bagarre, autant y aller pour de bon. Elle n'obtiendra rien de cette grosse bête, et la seule chose qu'elle doit confirmer, c'est qu'elle ne séquestre pas Émilienne Boissin chez elle, et non plus qu'elle a débité son cadavre en rondelles dans sa baignoire. Et elle a la gueule des 2 emplois. Vous me dites que Madame Boissin est là. Est-ce qu'elle est chez vous? Elle tape sur les tuyaux.
Ça, je dois vous dire que je m'en bats les steaks. Je suis détective assermentée et je vais vous demander de vous pousser et de me laisser entrer. Vous avez un mandat? Ah ben voilà. On joue tout de suite moins la cintrée, dès que ça devient sérieux. Les mandats, c'était à votre époque, comme les yaourtières et Europe Écologie Les Verts. C'est fini tout ça. On est en 2036, on a eu les Chinois et on a une énième constitution de transition qui dit que si je veux là tout de suite, je vous fais passer les 2 rotules derrière les genoux, alors poussez-vous du milieu ou je vous passe à travers. Il y a comme une lueur dans les yeux de Brigitte, et c'est vrai que ça change presque tout, et cette lueur, elle dit « ça se tente ». On ne sait pas ce qui se tente au juste. Rentrez vite et claquez la porte à la gueule de cette maigrelette à poil ras qui fait sa fière sur le paillasson, ou l'empoigner par le cou et la serrer jusqu'à ce que ça fasse un bruit de biscotte. Toujours est-il que ça n'a pas le temps d'éblouir son monde, Gabi qui s'y connaît en lueur et éteignoir a déjà envoyé son meilleur genou dans le tas, et c'est dingue, ça lui fait le même effet que quand elle s'est assise sur la poire en skeille. Sauf que là, la poire, elle couine un peu et se fend d'un juron du Moyen-Âge en essayant de se retenir à l'encadrement de la porte. Non de non. Mais c'est tellement trop tard. Le coup de genou a décalé assez de masse pour que son centre de gravité soit poussé comme par une vague, et ça fait presque un bruit de vague, et le corps part en arrière, et les jambes sont entraînées en l'air, et la roulade est là, improbable, gigantesque, et totalement impudique. Mon Dieu, quelle vision! Une nouvelle fois, Gabi doit se ressaisir, en tout cas ne surtout pas prendre de recul, surtout pas. Elle franchit le seuil et enjambe le corps et la bordée d'insultes scabreuses qui en émanent pour se retrouver à nouveau saisie par la stupéfaction. Le couloir d'entrée est bordé à droite et à gauche d'empilements de cartons sur lesquels sont jetés des vêtements et des linges. Droit devant, la cuisine elle aussi est pleine à ras-bord d'empilements et d'amas et de débuts d'avalanches d'ustensiles, de boîtes et de flacons. À gauche, une porte s'ouvre à grand-peine, pousse un autre empilement et ça doit être une salle d'eau. Et tout l'appartement est comme ça, dégueulasse, enseveli, éboulé, jusqu'à un salon, mitoyen de l'appartement Boissin, presque entièrement carbonisé. Le feu est parti de là et le sinistre y est resté. Par contre, pas de traces de cadavres et pas de recluses, mais la guerre qui se joue là ne fait pas de prisonnières. Quand elle regagne l'entrée, la massive voisine qui s'est relevée essaye de se plaquer contre le mur. Et Gabi a déjà son verdict. Elle a un souci, Brigitte, un gros souci. Ça a commencé par du recel, ça s'est aggravé en silogomanie et ça s'est fini en pyromanie. C'est ça le sale petit secret de la dame. La dame en question ne répond pas. Gabi repère sur une pile de cartons qui doit faire vide-poche dans le hall, un jeu de clés, des lettres et un petit sac à main tellement petit que, rapporté à l'échelle de la Brigitte, ça doit pouvoir passer pour un porte-monnaie. Les lettres sont des factures au nom de Chouillard et son avis de décès. Les clés sont des passes, les mêmes que ceux de salle, avec le même anneau pour les tenir ensemble. Ils ont le même fournisseur interlope ou cette seule manie en commun. Quand Gabi met la main sur le petit sac, la grande masse s'ébranle et les jurons reprennent de plus belle et plus loin dans l'immonde. Gabi n'y insiste pas. Elle plonge la main dans sa propre besace, en extrait le choker, libère le cran de sûreté et tire. La Brigitte éberluée glisse le long du mur en poussant un râle plus répugnant encore que son vocabulaire et se retrouve sans plus un seul nerf, assise et comme dégoulinée sur son cul. Gabi s'approche d'elle pour récupérer ses 2 dards. Alors ça va mieux? Ça remet les idées en place, hein? C'est vrai que c'était le bordel dans cette grosse tête-là. Alors comme ça t'embête que je regarde dans ton sac à main? Est-ce que c'est vraiment ton sac à main? Comme je le trouve chez toi, je dois supposer que oui, c'est indéniablement ton sac à main. Mais est-ce qu'on est vraiment chez toi? Dans le sac, Gabi trouve 2 passeports. Le premier est au nom d'une Karine Chouillard, une petite dame qui a une bonne petite tête de souris et qui est visiblement décédée il y a près de 2 ans. Le second est de nouvelle génération et appartient également à Karine Chouillard, mais la photo est celle de Brigitte, si tant est que ce soit vraiment son nom. Info. Par contre, le chéquier et la carte bleue de Karine Chouillard sont des vrais, ainsi que les 8000 francs en billets de 200 trouvés dans une enveloppe avec un bordereau de retrait sur l'épargne de feu Madame Chouillard. Il y a également une photographie dans une pochette plastique. Shootée en studio de quartier par un photographe, un couple assez vilain habillé pour sortir au Macumba. Il faut un bon moment à Gabi pour reconnaître en la presque jeune femme sur la photo la Brigitte qui est en train de reprendre quelque chose comme des esprits. Des années de malheur et un bon demi-quintal, 2 quintaux si on compte le maquillage et toute la cosmétique, séparent l'une de l'autre, mais Gabi est formelle, c'est elle. Au dos est soigneusement écrit, soigneusement en biais, le casting. Ludivine et Marc, 1998. C'est joli, Ludivine. Dans Ludivine, il y a
Lu. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Ludivine? Que tu squattes, a priori ça ne me regarde pas. Que tu sois semi-maboule, semi-simulatrice en maboulerie non plus. Que tu aies l'illusion d'écouler de la marchandise volée en ne l'écoulant pas, encore moins. Mais je me demande vraiment si tu ne représentes un danger que pour toi dans cette cage d'escalier. Je ne sais pas si c'est toi qui as mis le feu comme tu dis, mais à ce que je vois, pour le prochain, c'est toi qui vas fournir l'essentiel du combustible et du comburant. Après, si tes voisins s'en accommodent... Ah, attends! Un bruit dans l'allée. Quelqu'un monte les escaliers en courant et ça fait un bruit de grosse bête. Gabi retire la clé de la serrure au cas où et, laissant un pied sur le seuil, va guetter sur le palier. Avalant les marches 3 par 3, un bon gaillard apparaît et se fige au demi-palier quand il aperçoit Gabi. Hochant la tête, il a le geste réflexe et furtif de porter sa main à sa tempe. Bonjour, Major. Je savais que votre nom me disait quelque chose. Je n'ai tilté qu'en pédalant jusqu'ici. Bonjour, monsieur. Votre tête me dit quelque chose aussi. Brigadier Chabert, 2e para-Euro-Ouest. On a sauté sur les vôtres à Chamalières et ça a été un beau bordel. Ah oui, je me souviens. Pourtant, qu'est-ce qui n'a pas été un beau bordel à cette époque-là? Vous connaissez cette dame? Paul Chabert penche le buste et regarde dans l'appartement. Aussitôt accablé, il se malaxe le front à pleine main. Elle est de retour, celle-là? C'est une tique, ce n'est pas possible. Elle vous a fait du souci? Non, je dois dire que j'ai usé de frappe préventive, et à voir votre réaction, je devine que j'ai été bien inspirée. Ô combien! Si ça ne tenait qu'à moi, cette dame serait dans la Saône, avec des semelles compensées en béton. Mais ma mère est tellement humaniste que c'est inclusif des pyromanes qui lui ont déjà foutu sa vie en cendres. Tout le monde a le droit à une 2e chance, comme elle dit. D'ailleurs, elle est là, ma mère. Non? Du coup, ce serait l'occasion de la débarrasser une bonne fois de cet encombrant et de sa robe à fleurs. Paul Chabert soupire et tape du poing sur l'encoignure de la porte. Le plus pressé, ce n'est pas ça. Il gamberge même s'il a l'air d'avoir déjà pris sa décision. On sent le tempérament et le pragmatisme. Le bonhomme est élégant, même si, son gabarit étant donné, il est un peu engoncé dans ses vêtements de marque et même s'il a gardé une pince à vélo à son mollet droit. Il a conservé de son passé militaire, outre une aura martiale entretenue, la coupe à ras et le port d'échine qui rend tout droit. Il regarde Gabi avec ce même œil d'expert. On se demande s'il ne va pas flanquer un coup ou deux dans cette petite carrosserie nerveuse, pour en tester la robustesse. Il a repéré la bosse de l'holster, les coques aux chaussures et probablement les micro-cicatrices sur tous les bouts de peau apparentes. Il est en bonne compagnie. Par contre, il se demande encore ce que cette bonne compagnie fout chez la voisine folle de sa mère. Je ne vous demande pas si vous êtes sûr que ma mère n'est pas chez elle. Non, elle n'y est pas, et elle n'est pas non plus à son bureau là-haut. Vous n'avez pas de nouvelles de votre côté? Non, et mon frère non plus. Et à vrai dire, à part lui, je ne vois pas qui pourrait en avoir. Elle a rompu avec son milieu professionnel, à l'exception de son éditeur. Et lui, je ne parviens pas à le joindre. Vous dites votre frère. Je suppose que vous parlez de votre aîné, Pierre. Oui, Luc est sorti de nos radars depuis longtemps. On suppose, on espère, qu'il s'est fait parquer dans quelques réserves. Qu'il ne lui est rien arrivé d'irrémédiable. Mais il a toujours eu une vie un peu roots, et puis quand tout le monde s'est mis à tourner aux roots aussi, il est allé encore plus loin. Il a eu les mêmes guérillas que nous, et probablement pour servir les mêmes causes. Mais lui n'avait pas d'ordre de mission. Autant dire qu'il a été terroriste. Et vous, quelles nouvelles avez-vous de ma mère? Et qui vous a demandé d'en avoir? J'ai été engagée par un de ses amis inquiets. Peut-être le connaissez-vous, monsieur Léopold Picon. Pas le moins du monde. Vous allez le rencontrer, il doit me rejoindre ici. Enfin, nous rejoindre. J'ai peur qu'il bute sur la porte de l'allée en bas, et qu'il ne sache pas plus que moi où sonner. Paul Chabert se fait, vite, mentalement, un état de la situation et cela ordonne les choses à faire. Il entre dans l'appartement de la voisine, saisit Ludivine sous un bras et tire en force, mais avec juste assez de précaution pour ne pas arracher le bras du reste du corps. Allez, la squatteuse, on va te raccompagner dehors, et je vais rappeler ton cousin pour lui dire que je te renvoie chez lui en ambulance blindée. Et cette fois, il faudra qu'il te garde jusqu'à l'embarquement. Sinon, je te fais coffrer, et lui avec. Et c'en est fini de vos rêves de vie paisible en Sardaigne. La dame Ludivine se lève péniblement et a le geste de récupérer son sac. Mais Gabi secoue la tête, il ne faut pas qu'elle y compte. Elle a juste le droit de récupérer une petite laine et l'obligation de remonter sa grande culotte qui, avec toutes ses contrariétés et ses changements d'altitude, s'en est remise à la pesanteur.
Gabi conserve également le trousseau de passe, ne restitue que la petite monnaie et la photo sous plastique, et ensuite, c'est toute une épopée pour descendre les 3 étages avec une demi-dingue qui, quand elle ne vocifère pas des manières de psaume à caractère scatologique, est aussi facile à garder groupée et cohésive au projet de locomotion que tout un troupeau. Pendant tout le fret, Paul Chabert règle au téléphone comme des formalités l'enlèvement en urgence et le transport médicalisé de la squatteuse jusqu'à sa maison de famille à l'autre bout de la ville. D'évidence, il connaît quelqu'un à l'hôpital militaire, à qui il confie aussi la mission d'avertir les autorités, en espérant que ça évitera toute récidive. Quand il raccroche, on est au rez-de-chaussée et il est moyennement convaincu. Normalement, toute la famille repart dans 10 jours, et pour toujours. Elle ne devrait pas avoir le temps d'y revenir. Mais elle est aimantée à ce taudis. Vous comprenez ça, vous, Major? Gabi montre l'enveloppe avec les billets qu'elle a confisqués. Elle est peut-être aimantée à ça. Maintenant qu'elle sait que c'est moi qui ai le magot, peut-être qu'elle n'aura aucune raison d'y revenir. Peut-être, oui. Dans le doute, il faut que je trouve quelqu'un pour murer ce foutu appartement. Vous connaissez quelqu'un dans le coin? Je connais un semi-pro de la maçonnerie, oui, qui sera heureux de se rendre utile, et je vais vous le présenter dès maintenant. Elle ouvre la porte d'allée en grand et bingo, Léopold Picon est là, assis au bord du trottoir d'en face, avec son cigarillo dégueulasse au coin de la bouche. Il crache jaune marronasse avant de se lever et s'empresse de traverser pour prêter main forte. Et c'est vrai que passer la porte avec Ludivine, c'est toute une manutention. En attendant le fourgon sanitaire qui ne devrait pas tarder, on l'assoit sur le perron en espérant que personne d'un peu craintif n'aura idée de sortir. Ou pire, d'entrer. Parce qu'elle se pose en cerbère autant qu'en gargouille, la fine du Nord en droite ligne. La présentation des 2 messieurs est faite, et Léopold juge bon de se fendre d'un mode d'emploi de sa personne pour justifier de sa présence et de sa démarche. Je suis d'une nature anxieuse, un affectif, et c'est vrai qu'étant de la toute dernière génération à toucher une retraite, j'ai du temps pour me tourner le sang. Votre maman et moi avons pris l'habitude de nous voir presque tous les jours. Du moins, moi, c'est quelque chose à quoi je me suis habitué. Peut-être plus accroché qu'habitué. Enfin, je sais que je peux être amené à commettre des impairs, auquel cas je vous fais mes excuses. Non, mais vous n'avez pas à vous excuser. Il ne manquerait plus que ça. C'est moi le fils indigne qui n'a pas pris de nouvelles. Et 3 semaines, effectivement, ça aurait dû m'inquiéter. En somme, heureusement que vous avez été là. Oui, du coup, j'ai engagé Madame Kostka. Parce qu'on peut disparaître maintenant, la police s'en fout, la police n'a pas les moyens, la police n'a pas le temps. Et puis ce n'est pas sa mission. On se demande quelle est sa mission d'ailleurs. Vous le savez, vous? On ne sait plus grand-chose de qui fait quoi, monsieur. À force de transiter entre 2 états, on n'a peut-être plus que la transition comme substance. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir sollicité le Major Kostka, et je vous envie d'en avoir eu l'idée. Je ne sais pas quels sont les termes de votre entente avec elle, mais à partir de maintenant, tous les frais sont pour moi. J'insiste, et je précise pour que tout le monde soit à l'aise, que je suis blindé, et que ça ne me fait pas boiter de passer pour un petit crâneur. Paul Chabert enchaîne sa tirade avec un long silence pénétré et une tête de joueur de poker, et Léopold présente sa grosse main à toper en jetant son mâchouillis de cigare. Marché conclu, sur le fond d'une sirène qui s'approche en grande vitesse. C'est le taxi de la Walkyrie des mers du Sud qui s'arrête, un moment son et lumière, au beau milieu du carrefour du cours Tolstoï, et un fantassin en armes sort par la porte passager pour sécuriser le périmètre. Ludivine se met à hurler à la mort. Parce qu'elle ne doit pas avoir si souvent l'occasion d'être stridente, et il faut les 2 infirmiers et toute l'absence de diplomatie de Gabi pour la faire monter dans la cellule à l'arrière du véhicule. En d'autres temps, la scène aurait provoqué un petit attroupement, au lieu de quoi tous les volets se sont tirés comme d'un coup. Et c'est dommage parce que les gens à la manœuvre ont pu bénéficier, en épifuse, du spectacle d'un lever de robe jusqu'au-dessus de la tête, qui aura été le salut de la diva à son public chéri. Que d'émotions! Pour se remettre, et pour qu'on ne reste pas planté dans la rue pour parler affaires, Paul propose la terrasse qui fait l'angle avec la rue Verlaine. Gabi et Léopold, qui jouent à domicile, ont la même torsion du museau. Pour approcher un peu d'un semblant de standing, on décide donc de pousser vélo et mobilette jusqu'au gratte-ciel, et le trajet est prétexte à se regarder en coin tout en parlant de maçonnerie. Chez Suzanne, les Verts arrivent à Pointe-Nommée pour sceller l'entente.
La porte de l'appartement voisin sera murée dès le lendemain, et Léopold est catégorique, il n'a besoin de personne pour monter les parpaings jusqu'au troisième. J'ai une carriole et vous n'imaginez pas ce que ma mobilette peut tracter, ni ce que moi je peux soulever. Et quant au coupon descente, je vous l'ai dit, je suis de la génération des pleins droits. Et dès comme moi, il n'y en a presque plus. Il faudrait presque m'empailler. Pour vous dire, jusqu'à il y a encore 2 ans, j'avais un assureur. Alors on trinque, bière pour les messieurs, infusion glacée pour la dame, qui sait que maintenant on attend d'elle un topo. Je dois vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé. Mon seul véritable progrès depuis ce matin, c'est de vous avoir contacté, vous, Paul. Et à vrai dire, je n'ai même pas le mérite de vous avoir cherché, puisque Monsieur Picon avait déjà fait le boulot. On s'inquiète peut-être pour rien, mais on n'a pas rien pour s'inquiéter. Je comprends que vous n'ayez pas eu ni pris de nouvelles depuis 3 semaines, mais si au bout de 3 semaines, on en demande et qu'on n'en a pas, oui, ça peut ordonner un bon peu de mouron. D'autant que Madame Boissin a un métier et une façon de l'exercer peu sécure, dans une époque et sous des latitudes vraiment dangereuses. Je suis obligée de vous le dire, son travail en cours l'a amené à traverser ou longer des zones où l'armée régulière ne va plus. Et ceci en pleine nuit. Alors j'ai compris qu'elle n'avait pas froid aux yeux et un arsenal d'esthètes à sa main. Mais il n'empêche que je ne peux pas exclure que la nuit l'ait gobée. Et j'en suis désolée. Sinon, il faudrait creuser les quelques inimitiés que son caractère visiblement bien trempé, en plus de ce que je perçois de sa rigueur morale, ont pu lui valoir. J'ai remarqué ça, que vis-à-vis de certains tordus, il ne faisait pas bon être droit, pas bon de l'être trop évidemment du moins. Mais de ce côté-là, je n'ai rien de rien. J'ai l'impression qu'elle est farouche. Vous diriez farouche? Paul Chabert dirait plutôt asocial, voire, mais il le dirait plus tendrement, sociopathe. Et ce grigou de Léopold tente un sauvage qu'il essaye de ne pas trop connoter. Gaby raconte alors la voie sans issue de sa rencontre avec ce paltoqué de Foulon, précise que si c'est bien là tout ce qu'elle a pu se faire comme ennemi dans son entourage, tout le monde peut dormir tranquille. Reste une hypothèse, et visiblement personne ne l'exclut tout à fait. Est-ce qu'elle n'a pas pu tout simplement fuguer? Alors le mot fugue n'est pas forcément approprié, mais il colle bien avec ce qu'on vient de dire de sa personne, non? Farouche, asociale, sauvage, peu importe, elle peut avoir eu un coup de ras-le-bol et avoir été tentée de disparaître un temps. C'est vrai que c'est tentant, tout planter. Et je suppose qu'avec l'âge, la tentation doit devenir plus forte, surtout quand, comme elle, on a fait le boulot, on a ses papiers et sa vie bien rangée, plus rien à prouver, et peut-être plus grand-chose à attendre. Léopold grommelle, plus grand-chose, il se voyait bien endosser le presque rien qui justement vous tire du pas grand-chose, mais Gaby pense à ce compte ou décompte sur papier qu'elle a trouvé dans la cabane du jardin ouvrier. Si 23 est un décompte, c'est bien qu'elle attendait quelque chose tout de même. Et puis quel coup de tête faut-il pour disparaître en laissant en plan la scène giclée de sang de l'appartement et la scène au verre brisé du bureau au grenier. Gaby les décrit à Paul en insistant sur leur bénignité de petits incidents ménagers. Il tique. N'empêche que ça ne lui ressemble pas. Que ce soit du verre ou du sang, elle ne serait jamais partie, même piquée par on ne sait quelle mouche, sans avoir nettoyé. Ça lui aurait fait trop de nœuds dans la tête. En plus, Major, vous me parlez d'une photo de famille. Elle, mes frères et moi. Cette image-là, jamais elle ne l'aurait laissée par terre. Mes frères et moi, on est sa moelle. Je ne sais pas comment le dire autrement. D'ailleurs, cette photo, j'aimerais bien la voir à l'occasion. Gaby se rend compte justement que dans la bousculade avec la voisine, la photo, elle l'a gardée. Comme elle se tortille sur sa chaise pour fouiller ses poches, les poings américains tenus par des velcro sur sa poche intérieure heurtent la table, alors elle se lève pour les glisser dans son sac et se défaire de sa veste, et tant pis si son holster d'épaule fait tiquer tout le monde en terrasse le temps qu'elle s'en défasse aussi. La journée est finie. Paul a un sourire presque niaiseux, qu'une grimace double aussitôt quand elle lui tend la photo. D'évidence, c'est un souvenir mitigé. C'est sûr que si mon géniteur avait encore été de ce monde, j'aurais eu tendance à fouiller de son côté, au moins pour écarter son implication dans la disparition de ma mère. Mais n'empêche cette photo. Comme vous l'avez trouvée, Major, je sens que ce n'est vraiment pas de bon augure. J'ai hérité de ma mère, cette bizarrerie qui veut que mon pragmatisme foncier, et entretenu comme un muscle, ne sait pas me dispenser d'être vigilant à ce genre de signe. Si vous voulez bien m'accorder qu'un verre brisé est un signe. C'en est sûrement un, mais pour moi, il signe plus une précipitation. L'autre chose qui fait signe et m'inquiète plus, c'est la scène de l'appartement.
Celle avec le sang? Oui, celle-là, mais c'est moins à cause du sang qu'à cause du couvert dressé et des sardines. Il y avait quelqu'un avec elle au moment où elle s'est volatilisée. Et ce quelqu'un s'est peut-être volatilisé avec elle. Vous me dites que son éditeur ne vous répond pas. Oui, mais je vous arrête. Elle ne s'est pas volatilisée avec lui. Enfin, je ne le sens pas comme ça. Il a à peine 30 ans, ce garçon. Et si on lui appuie sur les ailettes du nez, il doit en sortir du lait. Il vient d'hériter de la maison d'édition de son paternel, et ma mère était dans l'inventaire. Leur relation est sur de bons rails, à ce que j'en sais, mais elle est naissante et strictement professionnelle. Il me faudrait les coordonnées de ce jeune héritier. Je vous envoie ça. Sa maison est à Lyon, sur les pentes. Son siège social, j'entends. Pendant que Paul manœuvre dans son téléphone portable, Léopold, qui n'a pas déstressé et se rend de plus en plus mutique, fait signe à Bécassine pour qu'elle resserve la tablée. Il a besoin de se détendre, et ce n'est pas une si mauvaise idée. On n'avancera pas plus ce soir, et Gaby maintenant sait qu'elle doit se préparer à un bout de nuit à éplucher et croiser les dossiers que lui a fait parvenir Frida en bon ordre tout l'après-midi, et qu'une tisane élixir de plus ne va lui être d'aucune utilité à cette heure. Mais Bécassine là-bas, à son comptoir, la connaît mieux que personne qui est en train de lui piler sa glace pour un café glacé. C'est bel et bien l'heure de l'apéro. D'ailleurs, voilà Frida qui déboule, et derrière elle, guidant son vieux chien moitié aveugle par des petites poussées digitales sur le bon chemin, ce vieux zinzin de Sal. Frida s'installe à sa table haute près du seuil et veille à attirer l'attention de Sal pour qu'il comprenne bien que Gaby est en rendez-vous professionnel. Sal se fend d'un clin d'œil, il a compris. Par contre, Tricot, non. Il a senti sa Gaby et il n'est pas question qu'il n'aille pas la maculer de bave. Frida le voit prendre la trajectoire, elle lève les sourcils et c'est bien tout, parce que c'est tellement trop tard. Tricot est déjà sous la table, il pousse déjà son nez entre les genoux de Gaby pour prendre des nouvelles, et émet ce petit couinement de joie dont il a récemment pris l'habitude et qui est très émouvant venant d'une grosse bête comme ça. Paul Chabert est au spectacle. Ça, c'est de l'affection, ou je ne m'y connais pas. Oui, c'est un mauvais moment à passer, mais il va finir par se coucher entre mes pieds et ne plus bouger. Je vous recommande de ne pas le caresser, voire de l'ignorer. Sinon, il ne va plus vous lâcher. Je ne peux pas faire ça. Snober une baderne pareille, c'est au-dessus de mes compétences. Je vous ai envoyé le contact des éditions Cell et de Damien Gris. Vous voulez bien en accuser réception? Gaby confirme. Et, comme Tricot l'a abandonné pour consteller son nouvel ami de gouttelettes de pipi, elle envoie un emoji caca et 3 emojis cœur à son Annabelle tout là-bas dans sa loge parisienne. Et elle croise les doigts.